Donc, bonjour, rebonjour. Donc, sans transition, nous allons commencer par le premier temps qui est donc la conférence introductive. Ça marche. Donc, nous sommes heureux et heureuses d'accueillir Jean-Marc Lange, qui est professeur des universités en sciences de l'éducation, qui a traversé la France en train hier pour nous rejoindre parce qu'il vient de l'université de Montpellier. Jean-Marc est aussi directeur adjoint du LIRDEF, donc le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Il est auteur et co-auteur de nombreuses ressources sur les éducations A et plus particulièrement l'éducation au développement durable, comme le récent dictionnaire critique des enjeux et concepts des éducations A paru à l'Harmattan cette année. Donc Jean-Marc, c'est à toi pour une demi-heure de conférence. Celle-ci sera filmée grâce à Portec, donc qui va faire une captation vidéo de l'ensemble de l'événement, donc qui pourra être mis à disposition après. Donc j'animerai ensuite la table ronde et puis Jean-Marc, tu pourras rester à la tribune. C'est à toi, merci. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci aux organisateurs, bien sûr, pour cette invitation. Avec un remerciement particulier pour Agathe, pour la logistique dont elle s'est très bien occupée, et aussi pour l'accompagnement de Lise Tréglose, que je connais effectivement par une collaboration entre mon laboratoire et puis le CREAD. Voilà. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Je réponds toujours positivement aux invitations qui viennent du monde associatif, parce que le monde associatif, l'éducation populaire là, qui vient d'être évoquée, les dynamiques territoriales sont les dernières choses qui me rendent un peu optimiste dans ce monde très bousculé et très compliqué. Voilà, et donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je viens vous parler. Alors bien sûr, je suis universitaire, donc il y aura une dimension un peu académique, essayer de supporter ça, mais c'est important, c'est la commande de Lise, de pouvoir cadrer les choses avant de pouvoir après en discuter entre vous, parce que c'est à vous de créer les dynamiques et de trouver les solutions. Donc il s'agit bien de réfléchir, et c'est mon objet de travail, sur la responsabilité sociétale de l'éducation et de la formation. Comme le disent les Nations Unies, l'éducation, c'est, si on fait référence aux ODD, l'ODD 4, c'est le catalyseur de tous les autres objectifs. C'est sans l'éducation, les autres objectifs ne pourront pas être atteints. Et donc notre responsabilité en tant que on va dire, catégorie d'acteurs est vraiment impliquée. Alors, pour situer un peu d'où je parle, moi je suis en sciences d'éducation et de la formation, et donc je m'appuie en particulier, enfin j'ai une de mes racines, je ne sais pas comment dire ça, qui est celle de Émile Durkheim, connu pour avoir été l'un des pères de la sociologie française, mais on oublie souvent qu'il a également créé ce qu'il appelait lui la science de l'éducation, et titulaire de la première chaire de pédagogie à la Sorbonne, avec comme idée, qui étaient ces idées clés, d'abord sur la relation entre l'individu et le collectif. Les deux sont interconnectés. Et puis surtout, la sociologie qui permet d'éclairer et de mettre à jour les normes sociales dans une génération, dans un moment donné de la société. Et l'éducation qui est là à la fois pour transmettre les normes des générations précédentes, c'est le côté patrimonial, mais aussi de donner les clés aux nouvelles générations pour qu'ils se saisissent de la situation dans laquelle, la société dans laquelle ils sont, afin de trouver les clés, soit pour faire évoluer les normes en vigueur, soit pour en élaborer des nouvelles. Et donc c'est cette tension permanente qui est au sein de l'acte éducatif, avec l'idée clé qui est que l'éducation doit s'adapter à chaque époque et non pas regarder en arrière, mais regarder l'époque où elle est, au moment où elle est mise en place. Alors, moi, je travaille plutôt mon origine sur l'éducation à l'environnement. Et l'éducation à l'environnement, c'est une vieille histoire, en fait, entre environnement et éducation.
On peut dire que dès qu'il y a eu éducation, la question de l'environnement s'est posée, même au sein des congrégations religieuses, au 18e, 19e, etc., puis au sein de l'éducation populaire. Et là, ce qui apparaît en bleu, c'est les courants qui viennent en fait de l'institution, on va dire. Et puis ce qui apparaît en beige, c'est ce qui provient des acteurs. Donc il y a des phases, dans l'éducation à l'environnement. Et avec des évolutions qui sont liées aussi au contexte on va dire sociopolitique et aux visées auxquelles ça fait référence. Et actuellement, on voit qu'il y a une montée des résistances des nouvelles générations par rapport aux questions climatiques, par rapport à la biodiversité, etc. Et donc, il y a à nouveau un retour vers une visée de citoyenneté politique qui se manifeste après une période très techniciste au début, on va dire, des années 2000. Voilà, un autre changement qui est important, je me demande si ça n'a pas eu un petit... Voilà, il manquait une étape. Donc dans le contexte contemporain, il y a cette idée de probable anthropocène, donc qui nous vient des sciences de la nature, avec le fait que moi j'emprunte à Bruno Latour, que je lis beaucoup, que je convoque beaucoup. C'est l'idée que nous avons à apprendre collectivement, en tant qu'espèce, à habiter dans un nouveau monde de Gaïa. Et les premières, on va dire, les prémices de ces ruptures épistémologiques, c'est Vernadsky, dont je vous conseille la lecture dans un petit ouvrage qui se lit très facilement, qui s'appelle La biosphère, et dont l'hypothèse de base, c'est qu'à un moment donné, la noosphère, c'est-à-dire l'activité des artefacts de notre espèce, allait impacter l'ensemble des autres compartiments de la planète. Et aujourd'hui, Paul Crutzen a repris cette idée-là en disant nous y sommes, en fait. On est en train de voir l'implication des humains. Alors, il faut que j'apprenne à manier la petite commande. Voilà, il y a aussi au sein des sciences de référence des bouleversements qui sont importants, avec en particulier la nouvelle science de la durabilité, et qui se situe à l'interface des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales, et qui cherche à identifier des solutions durables pour les grands bouleversements planétaires auxquels nous sommes confrontés. Avec, pour cette science, 3 enjeux majeurs: comprendre, co-construire, transformer. C'est des nouvelles relations, en fait, entre science et société, et c'est ce à quoi nous poussent toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, sur la recherche actuellement. Il y a vraiment une remise en cause de la séparation coutumière entre science et société, avec des méthodes qui sont celles de l'inter- et la transdisciplinarité, si bien qu'il y a des bouleversements importants aussi dans le monde académique, et ça fait partie des éléments que j'essaye de penser. Alors, sur la durabilité, on a plutôt tendance à parler de durabilité, le développement durable étant une appellation institutionnelle internationale. Sur la durabilité, il y a la question de l'urgence. Nous sommes dans une période de bifurcation. Bifurcation, ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Mais ce chemin, il se rapproche, enfin la bifurcation, moi je pense qu'on est entré dedans, entre la bifurcation climatique, la bifurcation biologique avec l'érosion de la biodiversité, et puis la bifurcation sociale avec l'impact des réseaux sociaux et de toutes les applications que ça a sur la vie sociale et politique. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de réfléchir et de choisir collectivement le chemin à prendre. Ce chemin n'est pas écrit, il dépend encore de nos actions, et c'est pour ça que les dynamiques territoriales que vous allez montrer sont importantes, parce que c'est bien à ce niveau-là que ça se passe. Dans le même temps, on est rentré dans un monde dans lequel l'incertitude est grande, donc on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on doit s'armer pour pouvoir affronter cela et y aller quand même en tant qu'espèce.
Et puis, globalement, c'est aussi un monde de la complexité dans lequel les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales sont amenées à tisser des nouveaux liens. Et c'est ce qu'on voit dans le monde académique. Voilà, et donc les éducations A, ça a une relation avec tout ça, parce que il y a déjà maintenant quelques années, moi je travaillais sur l'éducation à l'environnement, et avec une collègue, Patricia Victor, elle travaillait en éducation à la santé, donc dans des communautés différentes, des communautés de recherche et de pratique différentes, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des proximités, et que les questions qui se posaient dans ces deux communautés-là étaient finalement les mêmes. D'où cette idée de rapprocher. Pour faire un petit retour sur la remarque de tout à l'heure, éducation A, effectivement, grammaticalement, c'est pas ça, mais c'est l'appellation institutionnelle, hein, c'est comme ça que l'institution parle. Nous, on aurait parlé d'éducation transversale, et puis le monde anglo-américain parle autrement, il parle d'éducation transversale et de rupture. Hein, c'est ça que ça signifie. Voilà. Et donc, à partir de ce rapprochement, on a conceptualisé et puis, on va dire, problématisé cette question des éducations A en recherchant finalement qu'est-ce qu'elle signifiait finalement. Tant sur un plan épistémologique, et ça correspond à des changements dans les sciences de référence, mais aussi sur le plan politique, avec une ligne de crête, parce qu'on est vraiment dans une ligne de crête entre les dérives individualistes ou d'autres manières d'aborder, de reconstruire le collectif, car trop souvent, les éducations A renvoient à la seule responsabilité individuelle, alors qu'elle est collective, et que des travaux d'économistes nord-américains ont montré que si nous étions tous, on va dire, vertueux, eh bien, ça ne résoudrait que 30% des problèmes. Donc 70% des problèmes, ils viennent du collectif. On est toujours dans ce jeu et c'est pour ça qu'on est sur une ligne de crête entre l'individuel et le collectif. Et en même temps, derrière ces éducations-là, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des idéologies, des doctrines qui sont à l'œuvre, mais qui sont la plupart du temps cachées. Et donc, il faut, que ce soit implicite ou explicite, de façon volontaire ou involontaire, il faut y réfléchir pour ne pas verser dans des dérives idéologiques. Et en même temps, c'est pas si nouveau que ça, en fait, ces éducations-là, comme montrent ces documents historiques sur, ici, l'éducation à l'hygiène. Il y a toujours eu, en fait, une volonté d'éduquer, de transformer dans les systèmes éducatifs, y compris dans l'éducation nationale, avec des enseignements qui pouvaient être directs ou indirects. En bas à gauche, des photos sur les effets de l'alcoolisme. À droite, la famille type souhaitée républicaine. Et à côté, il y avait aussi, je ne l'ai pas mis là, mais dans les manuels scolaires, il y avait le père de famille qui va dépenser la paye au bistrot et qui revient échevelé en tapant sur sa femme et ses enfants. Il y avait ces deux aspects-là. Donc la volonté d'éduquer, même quelle que soit la forme, là c'était sous la forme d'action éducative, elle a toujours existé. Et avec un collègue, philosophe de l'éducation, on a pu montrer que finalement, les éducations, elles s'opposent à l'enseignement de quelque chose. En mettant l'éducation au centre, il ne s'agit plus simplement de transmettre, il s'agit de construire avec le public qui est là. Et notre tâche, ça a été d'essayer, en tout cas, de structurer ces éducations-là, avec là toute une liste, hein, la santé au développement durable, médias, information, solidarité internationale, interculturalité et bien d'autres. Qu'est-ce qui faisait le lien entre tout ça? Eh bien, c'est le fait d'un besoin exprimé d'une éducation au politique. Je ne dis bien pas politique, mais au politique, c'est-à-dire à la question du vivre ensemble durablement dans la cité, sur les territoires là où on est. Et la crise écologique a fait dire à certains qu'il s'agissait, au-delà du vivre ensemble, d'apprendre à survivre ensemble. En tout cas, tout ça vise à construire un nouveau rapport au monde, finalement, pour reprendre la terminologie de Bernard Charlot.
On construit au travers de ces éducations-là et au travers d'une éducation politique un nouveau rapport au monde qui a besoin d'être pensé. Et cette idée de rapport au monde est aussi une manière de pouvoir évaluer les changements impliqués par ces éducations. Quelques clarifications curriculaires qu'on a pu apporter, par exemple, sur la question de l'éducation de développement durable, qui était mon premier objet de recherche. On a besoin de penser, en tant qu'éducateur et formateur, aux finalités que l'on vise et aux stratégies que l'on va mettre en place pour les atteindre. Au-delà des actions que l'on mène, qui sont toutes louables, on a besoin de prendre un peu davantage de hauteur pour, selon moi, garder comme visée principale celle de la transformation de l'individu et transformation de la société, sans renoncer donc à l'idée d'une éducation, mais comme ça a été dit aussi dans les discours d'introduction tout à l'heure, une éducation qui se veut émancipatrice et transformatrice. Et c'est quelque chose qui me semble important, alors que de plus en plus, on parle d'adaptation, d'atténuation, voire d'amélioration, mais dans les textes internationaux, le mot transformation qui était présent a tendance aujourd'hui à disparaître, hélas. Donc on a besoin de clarifier nos finalités. Et un des travaux que j'avais mené au travers pendant un programme de recherche de 4 ans, qui modélise de cette manière-là, on avait, on étant un collectif, on avait construit ce modèle d'une forme curriculaire qui soit acceptable pour une éducation au développement durable scolaire, centrée sur des actions, des investigations portant sur les enjeux, donc c'est les enjeux qui sont centraux, et la question des contributions disciplinaires. On a testé cela dans des écoles élémentaires, en collège et en lycée, pour arriver à cette idée d'un curriculum possible de l'EDD, il y a donc maintenant quelques années. Et donc si on met l'action au cœur, au centre de la stratégie éducative mise en place, on a besoin aussi de penser ce qu'est l'action, en fait. Et on a trop tendance, en tout cas dans la sphère culturelle française, à glorifier la théorie et banaliser l'action qui serait pas noble. Mais il y a d'autres manières de voir cela, et les références en philosophie pragmatiste, par exemple, disent le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance dans l'action, et ce n'est pas forcément une connaissance préalable à l'action. Les deux sont interconnectés, ça c'est la philosophie pragmatiste. Et puis donc après, il y a les références à la question de la modernité. Là, je refais un clin d'œil à Latour. Mais certains disent que nous serions postmodernes, d'autres disent que nous sommes transmodernes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la prise en charge de la question de la complexité, l'idée qu'il y a une pluralité de progrès, non pas un seul progrès qui s'imposerait à tous et à toutes, et puis une pluralité des rationalités et des sciences avec des savoirs liquides, c'est-à-dire qui voyagent en fait entre des catégories sociales différentes. Et donc c'est le rapport à l'agir et le rapport à la rationalité qu'on a besoin de penser, parce que c'est ça souvent qui est clivant dans nos approches sur les stratégies éducatives. Et donc quelques ruptures qui me semblent importantes du point de vue pédagogique. Si on se centre sur des pratiques sociales et des actions sociales avec des savoirs de nature différente et un pilotage par des actions éducatives participatives, eh bien, on a un processus qui est renouvelé. Là, j'emprunte cette idée-là à Jean Housset, qui est un philosophe de l'éducation, ce qu'on appelle en général dans les médias pédagogue. Donc c'est un philosophe de l'éducation, et qui avait montré qu'il y avait 3 processus: le processus enseigner, le processus apprendre et le processus former. Les éducations A sont sur un processus formé, c'est-à-dire dans une relation directe entre l'enseignant et l'apprenant. Mais dans cette configuration, il y a un piège,
c'est de penser que les savoirs sont absents. Pour Jean Haussé, le pôle opposé à chaque processus semble être absent alors qu'il est toujours présent. Et donc, il y a des valeurs dans les éducations A, il y a des attitudes, mais il y a aussi des savoirs qu'il faut mobiliser. D'autres ruptures, elles sont épistémologiques. Globalement, pour le système éducatif, là plutôt scolaire cette fois, c'est l'idée qu'on a besoin de passer d'un modèle cumulatif, vertical, d'empilement des connaissances validées par des examens, qui arrive un peu à bout de souffle, ce modèle-là, pour quelque chose qui nous permet, en tout cas dans le domaine des éducations A, de penser des changements et des transformations afin de mener une action politique au sens d'apprendre à agir dans la cité. Et c'est un peu ça qui est urgent. Alors, dessous, je ne vais pas vous détailler ça, hein. C'est un peu la boîte à outils conceptuelle qui a été élaborée à partir de l'éducation relative à l'environnement, etc. Et puis toutes les éducations A depuis maintenant donc, un certain nombre d'années. En tout cas, la boîte à outils, elle existe. Et ces concepts, ces stratégies, elles sont à disposition et il faut s'en saisir. Une autre rupture qui me semble aussi importante, c'est pour un peu illustrer ce que j'ai appelé tout à l'heure la liquidité des savoirs, c'est qu'on assiste à des hybridations entre des domaines de connaissances et d'élaboration des savoirs qui sont différents dans leurs sources, si bien que les systèmes classiques de compartimentation des domaines disciplinaires se trouvent un peu pris à défaut. Et je vais juste prendre un exemple là, dans la liste que je vous ai mis là, puisqu'on parle en ce moment beaucoup de la question de l'eau et de la déshydratation un peu générale des sols. Et ça renvoie à l'idée d'eau verte. Et l'idée d'eau verte, la plupart des étudiants que j'ai et de mes collègues ne savaient pas ce que c'était, alors que l'an passé, nous avons franchi la 6e limite planétaire sur 9, qui est celle de l'eau verte, qui se traduit par à la fois inondations et incendies un peu partout dans le monde, du fait de l'état, de la distribution de l'eau, qui change non pas en quantité, mais en qualité du fait du changement climatique. Et si on n'a pas ces connaissances-là, on ne peut pas penser le monde actuel, les échanges et les défis auxquels on est confronté, avec des démarches très intégratives sur la santé, par exemple. Le Covid montre qu'on ne peut pas penser de façon séparée la santé humaine, la santé des espèces et la santé des écosystèmes. Et donc, toujours pour avancer dans ces repères, on a besoin de prendre en charge la complexité, et ce qui pose la question des disciplines. Là, des disciplines, qu'elles soient scolaires ou académiques, hein, comment tout ça s'articule. La première chose, en m'appuyant là sur les travaux de Jacques Ardoineau, qui est un philosophe de l'éducation français, la première chose qu'on a besoin de reconnaître, c'est qu'une question de société ne peut pas être résolue par une discipline, qu'elle soit scolaire ou académique. Chacune des disciplines peut éclairer et constituer ce qu'Ardoineau appelait des îlots d'intelligibilité. Îlot, ce qui veut dire qu'autour, c'est un océan d'ignorance, en fait. Il faut rester très modeste sur les apports des sciences académiques, même si le progrès de la connaissance permet d'éclairer davantage ou de poser de mieux en mieux les questions, en fait. Mais en tout cas, pas de les résoudre actuellement. Aucune science actuelle ne peut dire quelle est la situation réelle du géosystème Terre sur lequel on est. Et donc, il faut reconnaître que ces questions de société comportent des dimensions qui sont multiples. Donc, il faut lutter contre la pensée, on va dire, en silo. Et puis, d'autre part, les références académiques, scientifiques, sont là pour éclairer, mais pour éclairer partiellement. Et il faut donc accepter le fait que dans son domaine disciplinaire, on va contribuer, mais on ne peut pas résoudre la question. Et là, j'arrive vers la fin, je pense.
Voilà, chère Lise. Eh bien, on a besoin aussi, du coup, de penser avec ces éducations A, ces éducations transversales, quels sont les rapports avec les domaines disciplinaires, qu'ils soient scolaires ou pas. Là, je reprends une distinction récente qui a été apportée par Joël Lebaume, qui est un collègue de sciences d'éducation et de la formation, qui nous invite à distinguer les pratiques constitutives des éducations A, chacune ayant sa spécificité. Si vous êtes en solidarité internationale, si vous êtes en santé, si vous êtes en environnement, vous n'avez pas les mêmes pratiques, mais derrière, il y a besoin d'étayer par des savoirs, mais dans le sens contributif et non pas en découpant pour faire rentrer de force dans les domaines disciplinaires. Il faut penser dans l'autre sens. En quoi mes connaissances contribuent à cette éducation? Et moi, je milite maintenant depuis quelques années, là, récemment, pour une nouvelle didactique, mais que ce ne sera pas forcément votre problème à vous, qui est une didactique de la durabilité, en ayant comme référence la science de la durabilité qui se développe beaucoup à l'étranger. Et trop à l'étranger et pas beaucoup en France. Et pour conclure, en fait, voilà, ce sera sur cette dernière diapositive. Finalement, il y a 3 mots qui sont importants et qu'il faut apprendre à mettre en synergie, sans qu'on ait de recette magique. On a besoin d'agir. On a besoin d'agir parce que c'est ce qui est urgent dans la situation actuelle. Et les actions participatives permettent au public, quel que soit le public, de dépasser leurs inhibitions par rapport à l'engagement et à l'action. Beaucoup trop de gens pensent que la situation est trop grave pour pouvoir faire quelque chose. Beaucoup trop de gens pensent que eux feraient bien, mais les autres ne veulent pas. Et vous êtes là, devant moi, la démonstration que ce n'est pas le cas. Les acteurs sur les territoires bougent et on a besoin d'agir. Mais l'action a besoin d'être étayée par une connaissance fine des enjeux. Et ces enjeux globaux, puisque planétaires, il faut apprendre à les lire localement. Trop souvent, dans les médias, dans les manuels scolaires, hélas, on voit prise en charge la question, par exemple, des îles de l'océan Pacifique ou de l'Arctique et de l'Antarctique. Et aussitôt, dans la tête de celui qui entend ça, ou qu'on fait étudier ça, il dit « qu'est-ce que j'y peux, moi, à ce qui se passe en Arctique et en Antarctique ?» Et donc, pourtant, les changements en cours et les crises en cours dont je vous ai parlé, elles sont visibles là où on vit et elles ont déjà commencé. Mais il faut apprendre à les voir. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire des enquêtes et des investigations en s'inscrivant dans la philosophie de John Dewey. Et puis, c'est pas parce que vous avez enquêté que vous avez commencé à connaître, c'est-à-dire renaître avec, ce que veut dire connaître. Mais il faut aussi comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi. Et pour comprendre avec soi, eh bien là, on a besoin des contributions disciplinaires. Et donc, pour nous, mais ça, c'est deux programmes de recherche qui l'ont démontré, c'est au niveau des territoires, là où on est, sans s'enfermer dans le territoire. Mais au niveau du territoire, là où on est, sans tomber dans le localisme, pour parler clairement. Mais au niveau du territoire, c'est là qu'on va pouvoir comprendre qu'en plus, on peut agir. Voilà. Et donc, c'est effectivement, comme Lise le disait tout à l'heure, on a essayé, c'est la 2e édition, d'éditer un dictionnaire qui regroupe un peu tout ça, qui regroupe à la fois les éducations institutionnelles, les éducations A qui sont portées par plutôt des communautés de chercheurs, et puis toute une partie sur des concepts qui sont structurants pour les éducations A. Et simplement, à titre d'exemple, je vous inviterai à lire, et ce sera ma conclusion, la notice de Bernard Charlot,
dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui s'appelle Barbarie, dans lequel il pose clairement la bifurcation dans laquelle, ou la situation dans laquelle on est, c'est soit l'éducation, soit la barbarie. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, les signes actuellement sont plutôt dans le sens de la barbarie. Voilà. Mais donc nous comptons, nous collectivement, nous comptons sur des dynamiques comme la vôtre pour pouvoir dépasser tout cela. Merci de votre attention.